Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver ici au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. La BDAC vient de faire coter ce matin même son dernier emprunt obligataire de 50 milliards de francs CFA. Un peu plus de 5 millions donc, de titres ont été admis à la cote ici à la BVMAC et nous avons le grand honneur de recevoir sur ce plateau Louis Mbangantolo qui est le directeur général de la BVMAC, toujours un homme comblé bien sûr. Quand la cloche de marché sonne ici à la BVMAC, vous êtes un homme heureux et vous l'êtes encore aujourd'hui. Merci à vous. Merci Afrique Média et effectivement je suis heureux. Je vous remercie de nous offrir l'opportunité de ce plateau, c'est-à-dire pour partager, relayer nos activités auprès du grand public. Merci à vous, monsieur le directeur général. Alors, quand on parle de la BDAC, on parle d'un émetteur de référence à la BVMAC. Cela voudrait dire qu'il est venu à de nombreuses reprises déjà sur le marché et avec toujours grand succès. Rappelez que la BDAC ici à la BVMAC, c'est environ 300 milliards de francs CFA d'actifs cotés sur le compartiment obligations. Et donc, 5 millions de nouveaux titres admis ce matin. Quelle est la qualité de cet émetteur de référence qui arrive aujourd'hui? Alors, la BDAC, comme vous le savez, c'est une banque de développement. La qualité de la personnalité morale même de la BDAC émerge de la qualité de ses propriétaires. Dans les propriétaires de la BDAC, vous avez la Banque centrale, donc la Banque des États d'Afrique centrale qui a plus de 33%, mais également les États, dont chaque État sur les 6 de la CEMAC a plus de 5%, exactement 5,80% dans son capital. Et du coup, les États sont donc majoritaires. Donc, c'est un instrument de développement, c'est-à-dire souverain, communautaire de la sous-région. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous rendre compte que la BDAC vient de manière régulière se refinancer en réalité, parce que son métier de base, c'est financer le développement. Donc, quand la BDAC vient à la côte aujourd'hui, ça signifie déjà que la BDAC a fait une nouvelle opération sur le marché primaire qui lui a permis de mobiliser 54 milliards de francs CFA, un peu plus de 54 milliards. Et ces 54 milliards, ils auraient pu les garder par devers et continuer leurs activités, mais ils ont choisi de permettre à ce que ces titres soient cotés pour offrir un marché secondaire aux primo-investisseurs qui ont acquis ces titres sur le marché primaire. Donc le message fort, c'est de dire la BDAC a émis une opération qui lui permet effectivement d'amener une ligne d'emprunt supplémentaire, que dis-je, 3 lignes d'emprunt, parce qu'il y a 3 maturités dans l'opération qui s'est déroulée aujourd'hui, mais en même temps, elle hisse ses encours à plus de 365 milliards de francs CFA et devient, avec 30% de part de marché, le deuxième émetteur derrière l'État du Cameroun, c'est-à-dire le plus capé, c'est-à-dire du marché boursier de l'Afrique centrale et même du marché financier de manière générale. Donc, en termes de qualité de l'émetteur, nous pensons que c'est une qualité qui ne souffre de rien. C'est du risque quasi souverain, comme nous pouvons le dire dans notre jargon. Ça veut dire du quasi sans risque. Parce que si vous avez un litige financier avec la Banque centrale qui dit, par exemple, que je suis débiteur, je reconnais que je suis débiteur vis-à-vis de vous, la Banque centrale, c'est un agent financier qui n'a pas de limite de financement. Les États également, les États ne sont pas censés faire faillite. Donc la qualité de l'émetteur est corrélée à tout cela. Et maintenant, il y a la qualité de l'émetteur de référence de notre marché financier qui vient tout le temps et qui, depuis un certain nombre d'années, depuis 2020 exactement, a réussi à mobiliser presque 500 milliards sur notre marché. Donc un résiduel de 365 sont encore cotés aujourd'hui sur notre marché. Vous présentez effectivement la BDAC, l'émetteur de référence du marché financier de l'Afrique centrale, comme ayant ce matin, une fois de plus, fait une cotation qui devrait être une cotation quasi sans risque, il faut le dire, de part notamment
les statuts même de la BDAC, que ce soit son capital, 1500 milliards de francs CFA de capital. Et récemment, il y a eu une augmentation. Donc, avant, c'était 1200, il y a eu une augmentation à 1500 milliards de francs CFA. Il y a aussi eu une augmentation du capital appelé, donc les fonds propres de la banque qui ont évolué. Alors, mais on se pose quand même quelques questions quand on regarde comment est-ce que se sont comportées jusqu'ici les obligations BDAC cotées ici à la BVMAC depuis le mois de janvier. On voit qu'il y a un peu plus de 1795 titres qui ont été régulièrement déposés sur le marché et qui n'ont pas trouvé preneur. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle configuration? Est-ce que c'est dû à la qualité de la signature de l'émetteur ou alors on peut y voir d'autres facteurs conjoncturels ou structurels? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérations sur la BDAC en particulier, au cours des 2-3 dernières années, se sont comportées à peu près comme vous le décrivez. Ça veut dire qu'en termes de gestion, c'est-à-dire d'opportunités, en termes de gestion d'opportunités, il y a des investisseurs qui avaient acquis les titres qui avaient été émis à 5,40 dans le temps et qui ont voulu saisir des opportunités de prendre des titres émis à des taux plus importants, que ce soit de la BDAC mais également des autres acteurs. Et ces investisseurs ont présenté des quantités énormes de titres en vente pour près de 13 000 milliards. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que au début de cette année, il y a eu effectivement une transaction très importante sur le marché de la bourse, avec plus de 12 milliards de titres qui ont été échangés sur les titres de la BDAC, sur les titres cotés de la BDAC. Ces titres ont été échangés grâce à l'approfondissement du compartiment des asset managers. Donc, je pense qu'il y a un acteur qui a créé un fonds et qui a pris ces titres au niveau de son fonds, qui les a consolidés. Et pendant qu'il créait ce fonds-là, qui est un fonds, je pense, dédié à un certain nombre d'acteurs souverains et quasi-souverains, pendant qu'il créait ce fonds, il cherchait des titres et il s'est retrouvé qu'il a trouvé beaucoup de titres de la BDAC qui étaient sur le marché et les a achetés. Actuellement, cet acteur est dans une autre stratégie. Et c'est cette stratégie-là qui amène à voir le carnet d'ordre que vous voyez aujourd'hui, il est nouveau. Il n'est pas le carnet d'ordre historique qui remonte aux années 2020. Donc, qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est la gestion du risque d'opportunité, le coût d'opportunité, c'est-à-dire j'ai des titres qui sont acquis à 5,40 de rémunération, de rendement. La BDAC, toujours le même acteur, pour lequel je maîtrise son risque, il émet des actifs à un taux de 6,20. J'aimerais bien céder ceux qui sont à 5,40 pour acquérir ceux qui sont à 6,20. Donc, à un moment donné, vous pouvez ne pas rencontrer la contrepartie. Parce que les contreparties qui peuvent se présenter à vous sont les mêmes contreparties qui aussi sont en train de voir l'opération nouvelle. Et qui disent non, on ne va pas acheter un titre qui a le rendement à 5,40, nous allons nous déporter sur les nouveaux titres. Donc en fait, c'est ça qui fait que le carnet d'ordre que vous voyez aujourd'hui, c'est un carnet d'ordre qui est corrélé à les comportements spéculatifs, c'est-à-dire des investisseurs qui, à un moment donné, peuvent vouloir se débarrasser d'une certaine classe d'actifs pour pouvoir mettre une autre classe d'actifs dans leur portefeuille. Et ça n'a rien d'anormal et ça n'a rien à voir avec la qualité de l'émetteur dont on a parlé tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec sa possibilité ou sa capacité à rembourser, à tenir ses engagements en matière d'endettement. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement des comportements spéculatifs des investisseurs qui amènent certains, dans le cas de la gestion, c'est-à-dire de saisir de nouvelles opportunités, c'est-à-dire de dire, bon voilà, j'ai un actif qui vaut tant, j'aimerais bien le substituer à un autre qui vaut un peu plus. Et c'est pour cela que ça se répercute au niveau de la bourse, qui est obligé de vous présenter la situation pour vous dire, attention, à des gens qui vendent. Voilà, donc c'est un peu ça. Sachant que la plupart de ces actifs-là, d'ailleurs, aujourd'hui, ont une durée résiduelle de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que ce n'est plus des titres de maturité très éloignés, parce que si vous avez émis sur 5 ans ou sur 7 ans en 2020, nous sommes en 2024,
il reste 2 à 3 ans, c'est-à-dire pour que vos titres arrivent à maturité. On a également remarqué, vous l'avez dit, que cette fois-ci, la B2AC est sortie avec des tranches multiples, avec des maturités allant de 3 ans à 7 ans. Alors, est-ce que là, derrière, on va voir un désir peut-être de... Quelle était l'approche de votre point de vue? Qu'est-ce qui était intéressant d'aller dans cette approche de votre point de vue? Alors, les tranches multiples ont ceci d'innovant. On s'adresse à plusieurs catégories d'investisseurs en même temps. Parce qu'il y a des investisseurs qui sont adverses vis-à-vis des risques longs. Je ne peux pas acheter un actif de maturité lointaine. Alors, on vous sert un actif sur la même transaction, un actif de maturité beaucoup plus courte. Il y a d'autres qui veulent spécifiquement les maturités longues. Je parle de, par exemple, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, qui sont dans une gestion long-termiste, c'est-à-dire de tout ce qui est provision technique, provision mathématique, qui sont en train de gérer. Parce que les risques sont des risques hypothétiques sur le long terme. Donc, et puis, le fait d'avoir un actif très court pour un investisseur institutionnel fait qu'il est exposé au risque de taux. Parce que chaque fois que l'actif arrive à échéance, il ne connaît pas quelles sont les conditions de marché lors du renouvellement, c'est-à-dire d'un nouveau placement. Donc, il y en a qui recherchent uniquement du risque long terme. Il y en a qui cherchent du risque uniquement court terme. Et c'est généralement des investisseurs privés particuliers et les autres qui sont des investisseurs institutionnels qui cherchent du risque moyen et long terme. Donc, faire des tranches multiples dans une même transaction permet de s'adresser finalement à tout le monde. Vous voulez du court terme, l'opération vous donne cette possibilité-là. Alors, vous aurez un taux de 4,70 sur une maturité 2024-2027. Vous voulez du moyen terme, alors vous aurez du 5,95 sur maturité 2024-2029. Vous voulez du long terme, alors vous aurez 6,20 sur une maturité. Et cela, on voit bien que le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. C'est-à-dire, plus on tire le temps, plus on est obligé de rémunérer l'investisseur qui va attendre. Et la bourse, justement, pourquoi la BDAC est arrivée aujourd'hui? La bourse, justement, permet à ce que les investisseurs qui ne peuvent plus attendre peuvent décider, avant échéance, de sortir. Et là, nous sommes, en train de travailler sur les conditions qui permettent à ce que les asset managers, mais également d'autres types d'investisseurs, puissent être constamment en train d'animer le marché secondaire, de sorte à ce que tous ceux qui veulent sortir, sortent, et ceux qui veulent entrer, entrent. Ça, c'est vraiment le challenge que nous avons parce que un indicateur de développement d'une bourse de valeur, c'est sa liquidité. Ça veut dire que chaque fois que vous injectez un ordre, il est transigé. Quel que soit l'ordre et quel que soit son volume, il est transigé. Et c'est le point d'excellence que nous essayons d'atteindre. Et c'est pour cela que tant qu'on n'est pas en mesure d'atteindre ce point, on parle des marchés embryonnaires, des marchés illiquides, des marchés qui ont un certain nombre de pesanteurs, des marchés qui ont un certain nombre de difficultés et pour lesquels il y a des réformes qu'il faut faire pour élargir la base d'investisseurs, le rendre plus liquide, splitter les actifs, ainsi de suite, pour qu'on puisse atteindre une liquidité, c'est-à-dire illimitée dans le temps. Et pour ce qui est de ces actifs B2AC qui ont été cotés aujourd'hui, le fait que ces actifs soient donc à tranches multiples fait qu'ils devraient davantage être dynamisés sur le marché, c'est-à-dire que vendus ou achetés, permettant ainsi aussi au marché de pouvoir donc avoir ce dynamisme que vous recherchez tant, M. Bangantolo. Et en parlant donc de ce dynamisme, je voudrais que nous puissions aborder concrètement le dynamisme actuel du marché secondaire. Est-ce que vous êtes satisfait en cette période? Rappelez que nous avons déjà traversé la moitié de l'année 2024. Un certain nombre d'entités étaient attendues sur le marché. Les États, notamment du Cameroun et du Gabon, avaient donné l'autorisation à un certain nombre d'entités publiques d'intégrer la cote de la BVMAC. Où en est-on concrètement à cette date? Alors concrètement, sur la liste des 17, nous n'arrêterons pas de le dire. On salue les efforts qui ont été faits par l'État
de Guinée équatoriale, qui est venu avec Bankré et qui est venu à la côte en 2022. Et puis la SCGRE qui est venue à la côte, donc une compagnie de réassurance du Gabon qui est venue à la côte en 2023. Il faut déjà saluer cela, parce que ce sont des décisions difficiles à prendre par des entreprises publiques. Nous connaissons les pesanteurs, nous connaissons l'appréhension que les acteurs publics peuvent avoir vis-à-vis de tout ce qui est libéralisation, de tout ce qui est privatisation. Donc nous saluons cela et nous passons un message d'espoir, un message de confiance, c'est-à-dire pour les autres entreprises qui hésitent, pour leur dire tout simplement que le marché financier, c'est-à-dire normalement, lorsque les autorités d'un pays décident qu'une entreprise vienne sur le marché financier, les autorités visent plusieurs choses. La première chose, c'est la performance de l'entreprise. La deuxième chose, c'est de libérer, de débarrasser l'entreprise d'un certain nombre de carcans administratifs, juridiques, des pesanteurs sur des tutelles commerciales, la tutelle financière, la tutelle technique, et pouvoir permettre à ce que l'entreprise puisse saisir les opportunités de financement et les opportunités de croissance et de performance qui peuvent permettre à ce que ça puisse se rapporter beaucoup plus à l'État qui est le propriétaire. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas que les dirigeants des entreprises aujourd'hui, parce que nous leur parlons, il ne faut pas que les dirigeants puissent avoir des appréhensions particulières, c'est-à-dire par rapport au fait qu'il faut venir sur le marché financier. Au contraire, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qui peuvent faire en sorte que leur gestion au jour le jour soit facilitée. Donc, nous ne sommes pas satisfaits parce que les entreprises ne sont pas venues à la cadence que nous souhaitions, mais ce que nous savons aussi par expérience, c'est que structurer un IPO, ça prend un certain nombre d'années, parce qu'il y a souvent des phases de mise à niveau qui sont des phases qui sont... on ne peut pas les éluder. Si vous éludez ces phases-là, l'entreprise peut arriver sur le marché dans de très mauvaises conditions et peut connaître une crise. Parce qu'une entreprise peut être cotée et commencer à dégringoler et c'est beaucoup plus dangereux. On se dit on aurait dû attendre encore un peu avant d'arriver sur le marché. Donc, nous devons aussi comprendre que les autorités prennent un peu plus de temps. Mais évidemment, plus de temps, lorsqu'on a dépassé 4-3 ans, 5 ans, ça devient un petit peu long. Et je suis d'accord que nous devons tous travailler pour pouvoir accélérer ce processus. S'agissant du compartiment obligataire, nous avons aujourd'hui un petit irritant et nous en appelons aux autorités de la République du Gabon pour leur dire qu'il y a une transaction particulière qui a été levée en 2023 et pour laquelle le comité d'admission de la BVMAC a donné les accords nécessaires pour que ces titres soient cotés, sous réserve bien évidemment de mettre en place le mécanisme de sûreté qui est celui d'ouvrir tout simplement un compte à la Banque centrale. Et une fois que cette exigence sera remplie, nous resterons les bras ouverts pour accueillir ces titres à la cote de notre marché. Et que c'est très important pour que ces titres arrivent à la cote, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui attendent déjà de pouvoir ajuster la comptabilisation de cet actif-là dans leur bilan, notamment les banques. Il y a des asset managers qui attendent de pouvoir gérer cette opération-là comme un sous-jacent liquide qui leur permet, lorsqu'un acteur dit « je veux sortir », il faut avoir un marché pour vendre. Tant que le titre n'est pas coté, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Donc, en fait, c'est vraiment un plaidoyer que nous avons déjà relayé sur un certain nombre de plateformes pour dire que nous souhaitons que les États qui ont fait les opérations par appel public à l'épargne, et en particulier l'État du Gabon, avec une clause dans les documents d'information de coter ces titres en bourse, puissent tout simplement satisfaire à cette exigence réglementaire. Donc, si on avait eu cela, on serait aujourd'hui à 3 opérations et en termes de performance, nous ne serions qu'à 2, c'est-à-dire pour pouvoir atteindre notre record olympique de l'année dernière, qui nous a permis
de pouvoir enregistrer 3 opérations d'admission à la côte déjà sur le premier trimestre de l'année et puis 5 sur l'ensemble de l'année 2023. On a fait jusqu'à 5 avec presque 400 milliards, c'est-à-dire d'encours nouveaux que nous avons enregistrés ici. Et tout à l'heure, on a beaucoup suivi, vous avez beaucoup parlé des investisseurs qui sont issus du secteur financier, à savoir les banques, les compagnies d'assurance. On s'attendrait à ce que vous puissiez mieux nous dire quelle est la place aujourd'hui à la BVMAC des particuliers de la sous-région qui aussi détiennent du capital et peuvent être et sont capables aussi de comprendre le marché et d'y investir. Qu'en est-il pour cette catégorie? Alors, la classe d'actifs particuliers, elle augmente sensiblement d'opération en opération depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, si nous avons 8 500 comptes titres, ce qui est ridicule pour notre marché au niveau de la CEMAC, il faut comprendre que 90% de ces comptes sont détenus par des particuliers. 90%. Donc les particuliers font ce qu'elles peuvent, mais normalement notre performance devait être corrélée au taux de bancarisation, ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que c'est parce que les actifs qui sont émis sont des actifs qui ont une valeur nominale assez élevée? C'est certainement le cas sur le compartiment action. Nous sommes en train d'y travailler pour que les émissions se fassent dès la source à des prix. Parce qu'on peut valoriser une entreprise à un prix, mais vendre les actions à un autre prix, sans que la valeur de l'entreprise ne soit impactée. Je peux valoriser une entreprise à 100 000, mais je peux vendre ces titres à 1 000 francs, sans que la valeur de l'entreprise ne soit échangée. Et c'est une réforme qu'il faut faire, et donc nous sommes en train de la mener actuellement. Donc la classe d'investisseurs particuliers, aujourd'hui, n'arrivent pas à bien émerger parce que ils sont quand même représentés sur le plan des encours qui circulent aujourd'hui sur le marché, que ce soit au niveau de la capitalisation boursière, qui est avec un flottant de 66 milliards, pratiquement 50 milliards sont détenus par les particuliers. Maintenant, sur le compartiment obligataire avec 1200 milliards, il y a à peine 200 milliards qui sont détenus par les particuliers. Et les 1000 milliards sont détenus par des institutionnels. Donc, ils sont peut-être un peu plus nombreux en nombre sur le ratio investisseurs particuliers, sur investisseurs par rapport aux investisseurs institutionnels, mais leur poids sur les encours est très très faible. Et aujourd'hui, au niveau de la CEMAC, on est en train de réfléchir. Il y a un projet qu'on appelle élargissement de la base investisseur. Comment élargir? Ça passe par des réformes qui passent notamment par l'inclusion financière, qui passent par la labellisation des paiements via le wallet au niveau du marché boursier, qui permet à ce que les achats de titres ne soient pas seulement enfermés dans les opérations de virement bancaire, que ça puisse être fait via le wallet. Pourquoi pas par cash? Par cash, le problème du cash aujourd'hui, c'est que quand on vous parle de la lutte anti-blanchiment, on se dit quelqu'un qui vient avec 50 millions par cash, on ne sait pas quelle est la provenance de son argent. Donc nous avons un ensemble de problèmes parce que les partenaires au développement demandent aussi qu'on essaie de vérifier qu'on lutte contre le blanchiment. Si quelqu'un se situe, c'est-à-dire se présente à vous avec beaucoup de sous, un 10 millions, un 20 millions, on vous demande d'essayer d'identifier la provenance de ces fonds-là. S'il ne peut pas justifier, vous ne devez pas prendre. Justement, Monsieur le Directeur Général, est-ce que ce n'est pas peut-être l'occasion ici de penser peut-être à une sorte de période de tolérance? Est-ce que nos États de la sous-région ne pourraient pas, au nom de la dynamisation de ce marché financier de l'Afrique centrale, permettre pendant un laps de temps, ne serait-ce que, de fermer les yeux pour que ceux qui ont effectivement cet argent dans les domiciles, quoi qu'on dise, c'est de l'argent qu'ils ont et ils auront toujours cet argent avec eux, qu'ils puissent mettre ça enfin, qu'ils puissent formaliser la possession de cet argent, quitte à ce que cela finance quand même le développement de notre économie. Ce qui est sûr, c'est que c'est un facteur d'angoisse pour les États.
Tout simplement parce que les États sont dans une dynamique mondialiste où il est recommandé de lutter contre le blanchiment de capitaux, c'est-à-dire des fonds mal acquis, en fait, qui seraient acquis par des méthodes de corruption. Donc, la transition par rapport à cela, c'est peut-être le wallet. La transition, c'est le wallet. Parce que même ce qui est dans le wallet, on ne sait pas d'où ça vient parce que vous avez rechargé un compte mobile, parce que vous avez donné à quelqu'un. Donc, en réalité, nous sommes dans des économies où l'informel peut ne pas être criminel. L'informel n'est pas forcément criminel. Vous conduisez une moto, vous n'êtes pas un criminel. Mais vous êtes dans le secteur informel. Ça vous permet de charger votre wallet et de pouvoir acheter des actifs demain lorsque nous aurons fait la réforme. Donc, en réalité, nous sommes dans un processus où il y a peut-être beaucoup d'obstacles qui sont sur nos routes, sur la conformité en particulier, et ça concerne aussi les émetteurs. Le secteur privé ne vient pas aujourd'hui. Pourquoi? Je crois que c'est des alertes, c'est le warning sur la conformité. C'est le warning sur les états financiers. Donc nous avons ces problématiques-là, on ne sait pas comment arriver à faire des états généraux pour que ce que vous suggérez en termes d'amnistie, en termes de tolérance, c'est-à-dire puisse effectivement être regardé de manière sérieuse. Parce que nous pensons qu'il faut absolument, à un moment donné, passer par là, que de retrouver demain dans des maisons des argents qui sont enterrés, qui n'ont pas pu servir parce que tout le monde a tellement eu peur qu'on me demande que ça sort d'où. Donc, si on doit recycler cela, il y a des gens qui obtiennent de l'argent, peut-être pas de manière illicite, mais forcément peut-être par... de manière informelle aussi. De manière informelle. Il y a des commerçants qui ont eu cette culture voilà. de garder Donc l'informel n'est pas forcément illicite. C'est informel, mais il n'a pas volé. La personne n'a pas volé, mais c'est dans l'informel. Un moto-taximan qui se retrouve avec 1 ou 2 ou 3 millions parce qu'il a mis de côté dans une boîte qu'il cachait sous son lit pendant des années, il n'a pas volé. Il n'a pas volé, mais le problème c'est que il ne pourra pas justifier la provenance. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu pour que l'Afrique se développe, pour qu'on puisse... Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Directeur Général. Merci à vous d'avoir accordé cet entretien à la télévision panafricaine. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs. Et rappelez donc que désormais, pour tous ceux qui ont acheté les obligations BDAC multitranches récemment, vous pouvez désormais les vendre ici à la BVMAC si vous avez besoin d'avoir un peu de liquidité. Et les autres aussi, vous pouvez les acheter si vous sentez la nécessité de tenir cela et donc de toucher les intérêts qu'il y a dessus et qui sont reversés annuellement. Vous pouvez donc effectuer votre opération via, bien sûr, votre société de bourse que vous contactez donc pour donner votre ordre afin que cela puisse être transigé ici à la BVMAC. Nous restons au cœur du marché financier de l'Afrique centrale et on vous retrouve très vite.